Étant un grand fan de la saga Alien et surtout de son premier opus, c'est avec grand enthousiasme que je me suis rendu dans une salle de cinéma pour aller voir Alien Romulus, le nouveau bébé de Fede Alvarez, notamment réalisateur du remake de Evil Dead. J'en attendais beaucoup, donc normal, j'ai été déçu. Ça m'apprendra, j'apprends jamais. Marre un peu de me contenir dans mes divagations, donc soyez prévenus, je vais spoiler tout le long de cette vidéo. J'en ai un peu gros sur l'estomac, j'ai un xénomorphe sur le point de sortir de la cage thoracique. On dirait que j'ai été personnellement attaqué, c'est un peu comme ça que je l'ai ressenti. Et pourtant le film en lui-même n'est pas si mauvais. Il est magnifiquement réalisé. Mais si ça suffisait à conquérir les fans, alors Prometheus aurait reçu un bien meilleur accueil. On se sépare de Ridley Scott dans cette histoire, dont la patte est pourtant présente, le générique le prouve. Le film n'arrête pas de lui tendre les bras à Ridley Scott. Comme un enfant qui s'accroche au barreau d'une cour de récréation pour ne pas être séparé de sa mère, et à James Cameron aussi. Romulus retourne toute la saga, jusqu'à fouiller dans leurs poubelles et manger leurs ordures. Il fait dans le compost. Ce qu'on voit dans le film, c'est du pré-mâché. Et c'est bien dommage. Le film peine à se trouver une identité. Il manque de personnalité. Ah, peut-être dans sa palette de couleurs, il se distingue. Alien jusque-là c'était vert, ici c'est rouge, un peu comme le compte en banque de ceux qui ont travaillé sur Covenant, bel hommage. J'ai quand même apprécié mon visionnage et je repense parfois à certaines scènes intéressantes. En tant que tel, seul, le film fonctionne. Le problème, c'est qu'il s'érige en successeur du film Alien, alors qu'il n'est qu'une hérésie. La plus grosse faiblesse de ce film, c'est sa tendance à se reposer sur ses références et ses visuels. Romulus est un film safe, un produit grand public. Ça aurait pu marcher avec un autre film, mais là on est sur du Alien, on a certains standards. Comme le film nous supplie presque de le comparer aux autres, j'exaucerai son vœu. La structure ressemble à s'y méprendre au film qu'en France on connaît sous le nom Alien, le 8e passager. Rain, la protagoniste, arpente une station spatiale, elle cherche à s'enfuir. Ses compagnons meurent les uns après les autres. Un synthétique l'entrave dans ses opérations. Et quand on pense qu'elle s'en est sortie, c'est l'heure du 4e acte surprise. Dans Alien, le xénomorphe avait réussi à infiltrer la capsule de secours. Dans Romulus, c'est un nourrisson de 4 mètres. Les deux monstres finissent par être éjectés dans l'immensité stellaire. Alien tenait un peu du slasher quand on y pense. Tout le monde meurt sauf la Final Girl. Le génie de ce film, c'est le duel entre le protagoniste et l'antagoniste, entre Ripley et le xénomorphe. Deux êtres qui brillent par leur intelligence ou leur débrouillardise. Normal que, par rapport à ses camarades, Ripley vole la vedette. Le scénario avait quand même pris soin d'étoffer les autres personnages, de les rendre réels à nos yeux. Certes, on n'a jamais appris leurs plus noirs secrets, leurs blessures d'enfance, mais ils avaient des personnalités distinctes. Oui, ils semblaient réels. Ça passait par les dialogues, par la façon dont ils réagissaient aux événements effrayants dans le film, face à la mort. Dans Romulus, les personnages sont interchangeables ou caricaturaux. Ils ont en tout et pour tout un seul trait de caractère. Le film ne prend pas le temps de bien les introduire, il va trop vite en besogne. Il ne faut d'ailleurs que quelques secondes à un xénomorphe pour gagner en maturité. On perd en tension, le xénomorphe perd en mystique. C'était quelque chose dans le film original de le voir gagner en taille, en férocité, petit à petit, retrouvant sa mue dans les couloirs du vaisseau. Et Andy, bon Dieu, Andy, mais quel malaise ce type. Un robot à qui on a donné tous les traits du stéréotype des troubles du spectre de l'autisme, pour ensuite nous en servir une version diabolique. J'avais un grand espoir pour ce personnage, qui aurait pu être intéressant dans son développement, je m'étais fourvoyé. Voyez-vous, au début du film, on apprend qu'Andy a une seule directive, celle de faire au mieux pour Rain. Et un peu plus tard, on apprend qu'un des personnages a perdu l'un de ses parents parce qu'un androïde a sacrifié une dizaine de mineurs pour en sauver 3. On sait alors que dans certaines circonstances, et notamment ce dilemme du tramway, les androïdes peuvent tuer, faire du mal aux humains, et que Andy fera tout pour agir dans les intérêts de Rain. Vous comprenez peut-être où je veux en venir. Plutôt que de jouer avec cette directive, de pervertir Andy par un biais dystopique, le scénario décide lâchement d'ajouter une deuxième directive afin d'en faire un antagoniste. En un coup de baguette, il tombe dans le côté obscur de la force. Et par un simple retrait de puce, il retrouve le bon côté. Comme s'il ne s'était rien passé. Il redevient ce gentil robot qui fait des blagues de papa. Andy pourtant, c'est le personnage le plus intéressant du film. Car les autres, on ne peut rien en dire. Il y a le British avec des problèmes de gestion de la colère, la meuf au crâne rasé qui conduit des vaisseaux, le mec ténébreux qui a un jour connu l'intimité de Rain, et la meuf enceinte dans un film d'horreur, donc celle qui vivra le plus d'horreur. Chacun d'entre eux a autant, voire moins, de profondeur qu'un facehugger. Mon plus grand reproche à Romulus, ce n'est pas qu'il perde un pari. Non, ça j'aurais pu le pardonner. Mon plus gros reproche, oui, c'est qu'il n'essaie pas. Il s'assoit à la table des aliens, il met ses lunettes de soleil, regarde ses cartes, puis il se couche. S'ensuit une succession de scènes qui, je le répète, sont visuellement très belles, stylistiquement très stylées. J'ai particulièrement aimé par exemple la première naissance d'un xénomorphe, avec cette lampe à rayon X suivie par ce cri qui ressemble à ceux des vieux films d'horreur. Mes pupilles en étaient friandes, mais mon cœur était éteint.
C'est le genre de scène qu'on pourra retrouver sur Twitter avec en description Alien Romulus, entre parenthèses 2024. C'est parfait pour attirer du public, ça fait une bonne bande-annonce officieuse, ça se regarde bien, indépendamment du contexte. Mais au final, ça a peu de poids quand justement on remet tout cela en contexte. Navarro, dont je me souviens du nom simplement parce que c'est le même que l'inspecteur, bah en fait Navarro je m'en bats un peu les couilles, comme de l'inspecteur. Donc qu'elle meure, ça me fait pas grand chose, vu que pour moi elle n'est pas réelle, que le film n'a jamais essayé de la rendre réelle. Pour moi c'est juste la personne qui a conduit le vaisseau et qui mangeait une carotte au début du film. Elle a le même look que Ripley dans le 3e Alien, je ne sais pas si c'était voulu. Et surtout il n'y a aucun build-up. Le facehugger dans le premier Alien était resté infiniment plus longtemps que dans celui-là. En quelques minutes, la tension s'efface. On a vu plutôt le lecteur à rayon X, on sait très bien ce qu'il va se passer et comment ça va se passer. Il n'y a pas d'enjeu, et c'est comme ça pour chaque mort. Même pas un petit fragment d'espoir. Au contraire pour Rain, que des fragments d'espoir. Même pas un moment où on se dit « Oh là là, elle va peut-être y passer ». Est-ce que vous connaissez cette scène dans Malcolm, quand Dewey devant son armée de soldats déclame « Toi tu vis, toi tu vis, toi tu crèves ». Dans Romulus c'est pareil mais dans l'autre sens. Le scénariste dit à son cast « Toi tu crèves, toi tu crèves, toi tu crèves, toi tu vis, toi tu crèves un peu plus tard. Toi tu crèves comme ci, toi tu crèves comme ça, vous crevez tous et moi je décide comment. » Donc nous, on est seulement spectateurs. On regarde les gens mourir sans s'intéresser à eux. On regarde le cours du temps se dérouler. S'ensuit un enchaînement de scènes sans cohérence les unes avec les autres. Dans le premier Alien, Ripley avait l'air exténuée à la fin. On ressentait son angoisse. Si bien que quand elle rencontre le Xéno dans la capsule de secours, la tension est à son maximum. Dans Romulus, Rain a l'air de s'en fiche autant que nous on s'en fiche. Pourtant j'aime bien l'actrice, ce n'est pas sa faute. Mais tout est si lisse que la souffrance ne passe plus le filtre de la caméra. Voilà à quoi nous mène le manque de prise de risque, à des plans sans conséquence. Dommage parce qu'avec une meilleure écriture, le film avec ses visuels aurait pu être un fabuleux morceau de cinéma. Mais Disney a racheté la Fox et la franchise si vous cherchiez un coupable. L'écriture n'a pas seulement fait disparaître la tension, elle est aussi à l'origine d'un tas de petites incohérences qui m'ont sorti de mon immersion. Même l'une de mes scènes préférées n'est pas exempte de ce traitement. Au moment où Rain décide de tirer sur les xénomorphes, elle commence d'abord par désactiver la gravité dans la station. De cette façon, elle pense que l'acide ne touchera pas les parois, car s'il le faisait, alors le vaisseau s'ouvrirait sur l'espace et tout le monde à l'intérieur finirait par mourir. Rain aussi. Donc Rain se retrouve à devoir naviguer en apesanteur et éviter les nuages d'acide. Et en fait, cette scène est superbe, car ensuite la gravité s'active à nouveau, comme on nous l'expliquait plus tôt dans le film avec un fusil de Tchekhov, pour purger le vaisseau. Mais voilà, sa technique n'est pas censée fonctionner, c'est une facilité scénaristique. Comme par hasard, l'acide en apesanteur ne s'aventure jamais près des parois du vaisseau, ce que font pourtant les corps des xénomorphes. Imaginez la même scène, mais avec un autre personnage, qui ne soit pas le protagoniste, un de ces personnages qu'on envoyait en pâture. Tout se serait passé différemment. Et pas parce que Rain est un génie, pas parce que son plan était parfait, mais seulement parce que le scénario ne l'aurait pas autorisé. Ce qui enlève tout mérite à Rain, qui ne doit sa survie que grâce à son plot armor. Dans le premier film, Ripley devait sa survie parfois à un peu de chance, oui, mais surtout à son intelligence, à sa capacité à se sortir des pires situations, ce qui en fait un excellent personnage. En tant que spectateur, dans Romulus, on se sent piégé. Les règles ne sont pas logiques, on ne peut pas s'y fier. Le fusil qu'utilise Rain n'a quasiment plus de balles. Pourtant, il est aussi utile que s'il en avait, car elle continue de l'utiliser sans s'en soucier, et il lui sauve la vie. Sûr que le British aurait entendu un petit clic avant de finir empalé par un xénomorphe. Toute tension dans ce film est artificielle, et il y a aussi une forte utilisation de jumpscares inutiles. Et le jumpscare le plus terrifiant, c'est le deepfake de Ian Holm, l'acteur qui joue l'androïde. C'est sacrément moche. Peut-être que c'est une référence au premier Alien, où ça pêchait un peu aussi du côté des effets spéciaux pour les synthétiques. Puis on repassera pour l'éthique. Même si, comme on nous le rabâche, l'acteur qui est mort aujourd'hui, et dont l'image a quand même été utilisée, aurait été d'accord, et que regarder toute sa famille jure que c'est superbe. Je ne trouve pas ça très correct. Ça ne m'étonnerait pas de voir ce genre de méthode se reproduire, avec des intentions bien moins nobles par la suite. Mais le meilleur exemple de tension artificielle, c'est cette scène où Rain et le mec dont j'ai oublié le nom, accompagnés de Andy, doivent traverser une pièce remplie de facehuggers. Ils règlent la température de la pièce à leur température corporelle, car les facehuggers se fient aux différences de température pour chasser leur proie. Je ne sais pas si c'est scientifiquement très exact tout ça, mais passons. De nulle part, Kay décide d'appeler ses camarades, car elle ne sait pas comment sortir de la pièce où un xénomorphe vient de finir sa transformation.
Là, en toute logique, le mec dont j'ai oublié le nom devrait lui dire « Eh la ferme, on est un peu dans la mouise là ». Bon d'accord, c'est sa sœur au bout du fil, mais il ne lui reste que quelques mètres. Le mec répond bien sûr, et bien sûr, les facehuggers accourent. Donc tout ça, tout le plan de Rain, ça ne servait à rien. Suffisait de se carapater. J'imagine quand même que le changement de température a un peu désorienté les petites créatures, mais le résultat reste le même. On nous a servi une forme de tension qu'on a effacée en rajoutant une autre pour avoir une scène sympa où on voit des gens fuir des facehuggers. Et quand on recroise Kay, qui n'est pas morte, c'est un peu la même chose. Andy refuse d'ouvrir la porte, ce qui crée de la tension entre les personnages. Seulement, à cause de la puce dans sa nuque, la tension est éphémère. Il suffit à Rain de retirer la puce et tout est oublié, il n'en parle plus, on peut passer à une autre scène vachement cool. Juste avant que Kay appelle son frère, le British mourait d'une mort stupide. Œil empalé par un dard de xénomorphe, il tombe sous l'acide et n'a pas la présence d'esprit de faire une petite roulade sur le côté. Donc, adios. Bizarre quand même pour des mineurs qui côtoyaient le danger quotidiennement. Il serait mort de toute façon, tué par le xénomorphe le plus chiant de toute la saga. Oui, les xénomorphes sont chiants dans ce film. Ce qui rend le xénomorphe terrifiant, ce n'est pas son design inspiré de H.R. Giger, qui est pourtant son point fort, c'est cette idée d'organisme parfait. Le xénomorphe est terrifiant parce qu'il est intelligent, et son apparence est un reflet de cette qualité. Ça commençait plutôt bien au début pourtant. La présence du xénomorphe est introduite par un gigantesque gouffre dans le vaisseau, dû à l'acide de ses veines. Mais ensuite, quand le mauvais deepfake nous confirme la présence de la créature, alors il nous montre un cadavre de xénomorphe. C'est inutile. Utile simplement pour un jumpscare. Mais sur l'autel du frisson facile, le film sacrifie la toute-puissance du xénomorphe. Dites-vous bien cela, le premier xénomorphe que l'on aperçoit dans le film, c'est un xénomorphe mort sur sa croix qui s'est fait tuer par les humains. C'est sacrément bête je trouve. Comment en avoir peur ensuite, si on sait qu'il est à la portée de l'homme de l'anéantir. Dans le premier Alien, Ripley n'arrive même pas à le tuer. Elle l'évacue dans l'espace à la place. D'ailleurs, pour un vaisseau qui a été décimé par un xénomorphe, c'est étrangement vide de cadavres. On n'en voit qu'un, je crois. Je n'ai jamais senti le xénomorphe comme la menace qu'il devrait représenter si on se fie aux autres films. Il est d'ailleurs un peu différent, car il grandit bien plus vite, et qu'il sort d'une grosse vulve remplie d'acide. Pour moi, le film devient vraiment bon à 20 minutes de la fin. Et je sais que beaucoup ont détesté ce passage. Surtout parce qu'il réintroduit cet étrange gelé noir que l'on a rencontré dans Prometheus et Covenant, et qui retconne l'origine du xénomorphe. Mais ici, ça n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est l'apparition, enfin, d'un événement nouveau. La grossesse de Kay est finalement utilisée à des fins scénaristiques. Cette partie, c'est la seule fois où il y a réellement de la tension. Et l'apparence du monstre, inédite, pousse à l'effroi. On ne sait pas de quoi il est capable, à quel point il est terrifiant. On ignore tout de ce fœtus meurtrier. Et on ne sait pas non plus si Rain arrivera à en venir à bout. Pour moi, encore le film était bon pendant les 30 premières minutes, et à nouveau parce qu'on avait un événement nouveau, le complexe minier de Weyland-Yutani. C'était agréable d'en connaître plus. L'univers ressemble un peu au premier Blade Runner, ça d'ailleurs je suis convaincu que c'est voulu. Donc pour moi Romulus c'est 30 bonnes minutes, suivi par un diaporama de séquences sympathiques, puis 20 excellentes minutes, où le script décide enfin de nous faire plaisir et de prendre des risques. Bon sang, si vous écrivez, faites-le avec passion. Et par pitié, prenez des risques. Un jour, ça paiera. Et sinon, votre châtiment, ça sera la médiocrité. Dans le cas de ce film, les amis, je suis écartelé. Tiré de deux côtés. C'est un bon film en vérité, sans être excellent, et un film qu'il me plairait de revoir. Et en même temps, il n'apporte rien. C'est une insulte à la saga. C'est une succession de scènes. Un film sans substance. De manière générale, les films sans substance ne me posent pas problème. Je comprends que le cinéma est une expérience multisensorielle, que ça va au-delà du seul scénario. Il faut toutefois que les scènes aient une certaine cohérence et dans les films d'horreur, le script garde une certaine importance. Sinon, on tombe dans de la série B, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi. Mais dans le cas de Romulus, on est plus sur une attraction que sur du cinéma. Cheap thrills, comme diraient les Américains. Quand je dis que ce film est le pire de la saga, ça n'est pas pour dire que le film est une bouse. Mais en tant que suite à Alien, il n'apporte rien. Ça pourrait être un film fait par un fan, ça y ressemble beaucoup d'ailleurs. Et j'ai vu des gens dire de ce film qu'il ressemble à l'équivalent d'un cover en musique. C'est un film qui pourrait facilement être sauvé par un director's cut, qui rajouterait des éléments contextuels et donnerait de la profondeur au personnage. Pour Andy par contre, je vois pas trop ce qu'on pourrait faire, ce personnage a été massacré. Donc comme morale, je pense qu'on pourrait dire que oui encore aujourd'hui, Alien Isolation demeure la meilleure suite au premier Alien. Mais ce n'est que mon interprétation.